Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Atata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes, très fidèles à ce rendez-vous média sur ESAE TV avec ma collègue Billy Gaïlaïbi, on reçoit pour vous ce dimanche un député au Parlement, Antonin Midofi Runga. Il est député du parti politique Les Démocrates, élu de la 6e circonscription électorale qui comprend la ville d'Aboumé-Calavi, la commune de Soava et celle de Zé. Il a été notamment ancien conseiller communal de la commune de Soava pour la mandature 2015 à 2020. Au plan professionnel, il est agent social et il s'occupe des projets de développement. Bonjour à vous, Antonin Midofi Runga. Bonjour, monsieur Achiro. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Billy Gaïlaïbi, bonjour. Bonjour. Merci de co-animer avec moi cet entretien avec notre invité ce jour. On parlera en autres des sujets qui font l'actualité au Bénin, notamment de cette tribune du premier secrétaire général du Parti communiste du Bénin, qui est également président de l'Alliance pour la patrie, Philippe Noudjanoumé, une correspondance dans laquelle il a un peu égratigné l'ancien président de la République, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates en la personne de Thomas Boni-Yayi. On parlera de la réforme du système partisan avec pour illustration ce conflit entre le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, et l'Union progressiste, le Renouveau. On parlera de la loi d'amnistie au profit de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et compagnie. On parlera également sans nul doute du code électoral au cours de cet entretien. On questionnera notre invité de savoir comment les démocrates se préparent pour les élections générales de 2026. Et si le temps nous le permet, on fera également quelques commentaires ça et là, notamment sur Patrice Talon pour les enjeux de 2026. Antonin Midofi Runga, bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur Achiro. Billy Gaïlaïbi, il est à vous pour la première question. Merci, Kader. Bienvenue, monsieur Runga. Puisque mon collègue parlait tout à l'heure de l'actualité, on va démarrer par Philippe Noudjanoumé, le président de l'Alliance pour la patrie, qui, justement, dans son adresse il y a quelques jours, a critiqué l'ancien président Boni-Yayi dans son adresse. Il fait un bilan critique de la gouvernance de l'ancien président où il cite des faits graves tels que la répression syndicale, des assassinats non élucidés, des scandales financiers. Il est même allé jusqu'à affirmer que Boni-Yayi et Patrice Talon sont les mêmes quant au fond et appartenant tous deux à la France-Afrique. Comment vous, les démocrates, vous voyez ces accusations-là concernant cette adresse de Philippe Noudjanoumé? Merci beaucoup, Madame Billy, et merci beaucoup, Monsieur Achiro. Je remercie les responsables de la télévision pour cette approche participative qu'ils utilisent pour donner la possibilité à toute tendance politique de s'exprimer, de dire vraiment ce qui se passe dans notre pays actuellement. Et pour revenir à votre question, je pense que Monsieur Philippe a dit ce qu'il pense du président Yayi Boni. Et vous savez très bien que notre perception de la réalité peut ne pas être la réalité elle-même. Je pense qu'il méconnaît un peu le président Yayi Boni. Le président Yayi Boni a dirigé ce pays pendant 10 ans. Il a été même président de l'Union africaine. Donc c'est quelqu'un
qui a le sens du développement. Et je pense que ce qu'il a dit, nous ne retrouvons pas le président Yahya Boni dans cette posture. Et nous pouvons, c'est son point de vue. Et là, franchement, je vais dire que ça n'engage que lui. Et donc, vous pensez qu'il ne dit pas la vérité, ça n'engage que lui. Ce qu'il dit n'est pas forcément avéré. Mais est-ce qu'il a donné les preuves? Est-ce que, au fait, nous sommes... Mais il a illustré quand même sa correspondance de faits. Il n'a pas de répression des syndicalistes. Il a cité des faits qui sont des événements qui sont produits. L'assassinat non élucidé. Sous le règne de Boni Yayi. Non, mais vous savez, quand tu es chef d'État, et forcément, il y a certaines choses qui se passent que forcément, vous n'êtes pas directement responsable. Je crois bien que lors de la mandature du président Yahya Boni, les marches étaient tolérées, c'est-à-dire c'était encadré. Ce n'était pas comme aujourd'hui où c'est réduit, où c'est très limité. Donc, je pense qu'avant, les syndicats avaient la liberté vraiment de s'exprimer, de faire des meetings, de se déplacer, de revendiquer. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Normalement, M. Philippe devait apprécier tout ça et faire la comparaison avec ce qui se passait avec ce que nous vivons tristement aujourd'hui. Justement, il fait une comparaison, mais lui, il estime qu'il n'y a pas véritablement grande différence entre Boni Yayi et Patrice Talon. Il a évoqué, par exemple, la disparition de Pierre Hubert dans Ivor. Il a évoqué beaucoup de faits. Il n'a pas de répression sanglante sous Boni Yayi également. Vous étiez au Bénin, vous avez eu exactement les responsables syndicalistes qui étaient montés au créneau pour dénoncer un certain nombre de faits sous Boni Yayi. Oui, mais la disparition de notre cher compatriote urbain dans Ivor, le régime qui est là maintenant peut voir clair dans la situation. Mais on en est où? C'est ça le problème. Les vrais acteurs sont là. Donc, ce n'est pas le président Yahya Boni qu'on ira tirer, faire des choses là. Les vrais acteurs sont là et je demande à ce régime de faire lumière. C'est ce que nous réclamons. Donc, je ne sais pas ce qui les freine. Je ne sais pas trop ce qui les empêche à vraiment aider le peuple béninois à voir clair dans cette situation. Donc, c'est pas, comme je viens de le dire, notre perception de la réalité peut ne pas être la réalité elle-même. Monsieur Philippe a dit ce qu'il pense. Et je pense que nous sommes dans un pays de droit. Et chacun est libre de dire dans les règles de l'art ce qu'il pense. Et il l'a fait. Nous ne commentons pas cela. Un peu plus loin, Philippe Noudjenoumé rejette la voie électorale pour une paix et pour une vie apaisée au Bénin. Et face à la situation politique actuelle, il propose une nouvelle conférence nationale. Est-ce que vous êtes pour cette proposition-là? Vous savez que mon parti a toujours réclamé le dialogue. La conférence nationale, c'est là où il y a eu le grand dialogue au niveau de notre pays. Et je pense aujourd'hui que ce dialogue, cette assise, même si ce n'est pas jusqu'au niveau de la conférence, je pense que le dialogue aujourd'hui est nécessaire et incontournable. Et nous, au niveau du parti, ça fait partie de nos revendications parce qu'à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut voir clair dans ce qui ne va pas. Et je pense que, par exemple, Maître Adrien Mbedi a été très clair. Il a dit clairement qu'il a eu le courage. Franchement, je le félicite. Si toutes les personnalités du Bénin peuvent vraiment, aller dans ce sens, je pense que ce sera louable. Il a clairement dit que tel que les choses se passent aujourd'hui, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut voir clairement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut trouver les approches de solutions. Donc, ce que dit Philippe, c'est réel, c'est ce qu'il faut en ce moment. Il faut qu'on dialogue, qu'on discute effectivement entre nous.
Et justement, parlons de Maître Adrien Ngouédi. On vous a vu, vous les démocrates, lui rendre visite et le soutenir suite à ses déclarations, alors que beaucoup étaient pour et contre, surtout parfois certains même de la mouvance comme lui, étaient contre, allant jusqu'à fustiger ses propos et le critiquer négativement. On va dire ça comme ça, vous, les démocrates, l'avez défendu. Beaucoup y voient votre intervention comme de l'intérêt. Non, pas du tout. Vous savez bien que nous, aujourd'hui, nous sommes un parti plus proche du peuple. Et aujourd'hui, ce que le peuple réclame, nous devons aller dans ce sens-là. Et tous ceux qui opinent vers le dialogue, tous ceux qui condamnent un peu la situation critique de notre pays, quoi qu'en soit ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait avant, nous devons aller vers ces personnes-là, les encourager, les dire vraiment, nous sommes contents que vous regardiez ce qu'il avait fait, même s'il a été contributeur de la situation actuelle. Mais vous savez, il y a la situation et l'évolution de la situation. Aujourd'hui, excusez-moi, je vais être très chaud là, seuls les imbéciles ne changent pas. Aujourd'hui, et si peut-être Maître Adrien Ngouédi hier a vu la situation autrement et aujourd'hui voit que ce qu'il pense, ce qu'il avait conseillé, sûrement qu'avant. Au fait, Maître Adrien Ngouédi a été 3 fois le président de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a plusieurs fois tutoyé le fauteuil présidentiel. Donc c'est une personnalité. Et aujourd'hui, avant de parler, je crois qu'il a d'abord échangé à l'interne. Il a d'abord échangé pour conseiller. Sûrement que les gens ne l'ont pas suivi, sûrement que les gens ne l'ont pas écouté. Et pour sa responsabilité, quelqu'un de son rang, il est normal qu'il parle à son peuple et clairement, il a donné sa position et nous pensons que ça mérite l'encouragement. Et nous sollicitons, nous demandons aux autres personnalités politiques d'aller dans ce sens. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il faut que nous dialoguons, il faut que nous dénonçons effectivement avec le courage ce qui ne va pas. 2 petites questions avant qu'on passe quand même à Maître Adrien Ngouédi, puisque vous en avez parlé tout à l'heure par rapport au PRD et l'Union progressiste le renouveau. Tout à l'heure, vous avez dit que les démocrates, c'est le parti proche du peuple. On vous entend souvent dire ça. Oui. On est proche du peuple. Le Bloc républicain également travaille pour le peuple. L'Union progressiste le renouveau également travaille pour le peuple. Alors, Honorable Médofi, dites-nous, pour vous, c'est qui le peuple ? C'est une entité que vous manipulez chacun à votre guise? Non, mais le peuple, d'abord, c'est vous et moi. Oui. C'est tout citoyen béninois. Le peuple, c'est d'abord ceux qui nous ont mandatés. Et nous nous disons que nous sommes plus proches du peuple parce que quand nous voyons un peu ce qui se passe à l'Assemblée et ce que nous proposons, nous pouvons affirmer haut et fort que le parti Les Démocrates est plus proche du peuple. Je prends par exemple des lois, peut-être que vous avez parlé dans votre introduction sur l'amnistie, quand nous prenons les lois sur l'embauche, quand nous prenons d'autres lois, la loi sur la liberté, sur le numérique et tout ça, ce sont des instruments juridiques qui ne favorisent pas le développement, qui ne favorisent pas l'épanouissement du peuple aujourd'hui. Et c'est ce que nous défendons, nous, à l'Assemblée, c'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous demandons, la relecture de tous ces instruments juridiques pour que ça puisse faire développer l'homme. Donc, c'est pour ça que nous disons, et nous avons au niveau de l'Assemblée, toutes ces revendications, ça fait partie des directives du parti. C'est pour ça que nous disons, si les autres, ils sont aussi du peuple aussi, je pense qu'ils ne doivent pas s'opposer à ces propositions. Donc, que nous faisons. Tous ceux qui ne sont pas dans vos propositions ne sont pas avec le peuple. Non, tous ceux qui ne sont pas de la proposition du peuple ne sont pas avec le peuple. Mais comment les démocrates savent que ce qui dépend, c'est pour le peuple? Mais vous savez très bien que si vous lisez la loi sur l'embauche, oui. Ceux qui l'ont écrit diront également qu'ils l'ont écrit pour non, le peuple. Mais l'employé est pénalisé. C'est-à-dire, dans cette loi, par exemple, on dit qu'on peut te renvoyer, on peut te liquider, on peut te licencier, même si tu es en
congé. Et là, tes voies de recours sont limitées. Est-ce que vous savez très bien que ça, vous pouvez me dire, affirmer ici que ça va dans le sens du bas peuple? Non. Nous sommes en train de protéger l'employeur et nous pensons que si on prend la loi sur le numérique, cette loi fait que nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui en prison. Julien Kansou, Touré Sama et d'autres jeunes et tout ça, tristement, sont en prison. Donc, je passe par ici pour dire tout mon soutien à Julien Kansou et dit que nous sommes derrière lui, nous le soutenons et que du courage à lui. Mais quand vous parlez du peuple, vous dites que vous êtes un représentant du peuple. Oui, mais BR, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, eux aussi, ils sont du peuple, vous l'avez aussi dit. Oui. Mais ceux qui les soutiennent aussi, oui, c'est des gens du peuple. Donc, quand vous dites que vous travaillez au nom du peuple, vous faites des luttes au nom du peuple, ceux qui soutiennent les gens de la mouvance, c'est à croire qu'ils ne sont pas du peuple, justement. C'est l'impression qu'on a. Qui fait preuve d'usurpation? Non, en fait, donc, ils ne soutiennent pas ce que vous dites, ça dit qu'ils ne sont pas des gens du peuple. Mais vous êtes bien placé pour savoir aujourd'hui que veut le peuple, surtout vous les journalistes. Et aujourd'hui, nous sommes mandatés par le peuple. Est-ce qu'une fois à l'Assemblée, nous faisons la volonté de ce peuple-là? C'est là où il y a la question. C'est là où on peut... Vous avez parlé de directive du parti, oui, les démocrates. Oui. 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 Quelle assurance celui qui nous suit à l'instant peut savoir que les directives du Parti politique des démocrates sont réellement celles en phase avec les aspirations profondes du peuple que vous manifestez? Mais j'ai donné des exemples. Parce que vous êtes des acteurs politiques, n'oublions pas. Oui, exactement. J'ai donné des exemples. Des objectifs politiques à atteindre parfois. Mais j'ai donné des exemples très clairs. Qu'aujourd'hui, il y a la loi sur le numérique qui envoie beaucoup de jeunes en prison. Nous avons proposé la relecture de cette loi. C'est ce que le peuple veut. C'est ce que vous voulez, vous les journalistes. Parce que oui, mais ça parce que vous voulez développer votre activité en toute tranquillité. Le code de l'information et de la communication, beaucoup plus. Exactement. Par exemple, je parle de la loi sur l'emploi. Oui, j'ai cité d'autres exemples aussi. Exactement. C'est ce que le peuple veut. On va progresser rapidement. J'ai une question avant qu'on parle de l'UP et du PRD, c'est de savoir, le Parti politique des démocrates, quelles sont ses relations avec le PCB, le Parti communiste? Non, mais... Parce qu'ils sont aussi de l'opposition. Oui, mais... Et quelles sont vos relations? Ben, les relations... Si on a pu lire une telle tribune de Philippe Noudjenoumé, on s'interroge des relations qu'entretiennent les démocrates avec le PCB et ses leaders. Non, mais comme je viens de le dire, M. Philippe a dit ce qu'il pense. Est-ce que vous les consultez lorsque vous faites des concertations de l'opposition? Mais le PCB. Il y a un cadre de concertation. Ils y sont? De l'opposition. Ils y sont? Et non, mais moi, ce que je peux dire, oui, le cadre de concertation est ouvert. Oui. Et tous ceux qui sont de l'opposition, je pense qu'au moment, au départ, on les avait consultés pour pouvoir former le cadre. Le cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont actifs? Ça, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'ils participent régulièrement aux réunions? Je ne peux pas le dire. Mais je peux aussi les échanges pour faire venir. Exactement. Nous poursuivons. Je pense bien que même le premier responsable de ce cadre et tout ça, ils ont les bras ouverts pour pouvoir accueillir tout membre de l'opposition qui veut vraiment aider ce peuple à reprendre sa démocratie en 2026. Mais les démocrates intitulent parti politique, eux, ils n'ont pas de relation particulière avec le PCB. Mais le PCB, c'est un parti politique qui a son autonomie. Les démocrates aussi, c'est un parti politique aussi qui a son autonomie. Donc, je ne vois pas trop ce qui peut nous unir, qui peut nous réunir comme nous sommes ensemble de l'opposition, c'est le cadre de concertation. C'est dans ce cadre-là que nous collaborons avec tous les partis qui se déclarent de l'opposition.
Puisqu'on parlait tout à l'heure de Maître Adrien Oumbédji, il est l'un des sages du parti UP, le Renouveau. Mais depuis plusieurs jours déjà, depuis quelque temps, on remarque qu'il y a tension au sein de ce même parti-là. Il y a les anciens membres du PRD qui réclament la légalité, l'existence légale, qui déclarent même et qui estiment que le PRD existe toujours, qui n'a pas été fondu dans l'UP, le Renouveau, que malgré leur fusion avec l'Union progressiste, le PRD existe toujours puisqu'il n'y a même pas eu de congrès, selon ce que certains disent, même certains anciens membres du PRD disent. Que pensez-vous de cette tension-là au sein du parti? Non, mais c'est une preuve pour nous que le système partisan que prône le président Patrice Talon n'a pas marché en République du Bénin. Et aussi, lorsqu'on veut précipiter les choses, lorsque on veut aller par force, par la ruse et tout ça, sûrement qu'à un moment donné, ça casse. Je pense aussi que le PRD a argumenté, il a donné les preuves et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu un document, les preuves contraires à ce que les responsables du PRD ont brandi sur les réseaux et tout ça. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que ce qui devrait être fait avant la fusion n'a pas été fait. Qu'est-ce qui devait être fait? Eh bien, c'est bien écrit dans leur courrier. Il devait y avoir des congrès des deux partis pour la dissolution. Mais est-ce qu'on peut dissoudre une entité après la fusionner? Est-ce que ce n'est pas la fusion qui consacre la dissolution des deux entités? Non, mais attendez, moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas du PRD, je ne suis pas de l'UPR, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Après la réaction du PRD avec des documents, nous n'avons pas encore eu officiellement une réaction officielle des responsables de l'UP pour démontrer avec les preuves que ce que le PRD a dit ne cadre pas avec la réalité. Et aujourd'hui, l'opinion nationale, nous pouvons faire foi à ce que le PRD dit pour le moment. Donc, nous invitons les responsables à discuter entre eux et revoir les choses. Je pense bien que dans le dernier courrier des responsables du PRD, ils ont clairement dit qu'ils sont ouverts à discuter, à voir quelle approche de solution qu'il faut trouver à ça. De toutes les façons, ce qu'ils ont concordé n'a pas été bien mûri. Et comme j'ai un ami à l'Assemblée qui dit que nous, à l'Assemblée, les deux partis, BR et LD, sont composés de deux lettres. L'UP, avant aussi, c'était deux lettres. Il a forcé pour avoir une troisième lettre. Et voilà que la nature souhaite que tout le monde ait deux lettres. Donc, la nature est en train de lui retirer la troisième lettre pour qu'il se retrouve au même niveau. Non, c'est juste pour blaguer pour M. Galoui. Exactement. Mais si cette blague s'avérait réelle et juridiquement établie, vous voyez que là, ça crée des implications juridiques drastiques. Parce que si l'UPR n'est pas légal, ça veut dire que vos collègues qui sont au Parlement ont quand même... Mais ça c'est clair. Normalement, dans un pays où les responsables administratifs, dans un pays où les responsables administratifs devaient jouer bien leur rôle, on ne devait pas arriver à ce niveau. Sinon, lorsque vous déposez vos dossiers, ils doivent voir si cette fusion, si cette alliance est conforme à la charte des partis politiques. Si ce n'est pas conforme, ils devaient renvoyer les partis qui voulaient faire fusion de remplir certains critères avant ça veut dire qu'il y a... Ça a sûrement été vu au niveau du ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'il y a parmi les acteurs politiques l'un qui veut être plus malin que l'autre. Non, mais si ça a été vu, normalement, ils devaient les relancer. Mais nous n'avons pas encore
que les preuves, un courrier qui prouve que vraiment ils ont été relancés pour dire non, vous devez faire ça d'abord, vous devez faire ça d'abord. C'est d'abord un problème au niveau de notre administration. Lorsque on veut maîtriser de force l'administration, lorsqu'on ne veut pas faire les choses dans les règles de l'art, c'est comme ça que ça va nous conduire et c'est malheureux aujourd'hui que nous vivons cette situation. Et que peut-on y voir face à cette situation? Est-ce qu'on peut parler d'opportunité de recomposition politique ou d'affaiblissement de la mouvance? Mais la mouvance est déjà affaiblie. Comment elle est affaiblie? Mais la mouvance aujourd'hui, d'abord, la mouvance est affaiblie à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau du peuple. Et quand vous questionnez les Béninois aujourd'hui, le seul espoir des Béninois, c'est l'opposition, surtout le parti Les Démocrates. Deuxième niveau où la mouvance est affaiblie, c'est cette... Est-ce qu'il n'y a pas de Béninois qui ont espoir parmi d'autres jokers au sein de la mouvance? Oui, mais quand on parle des Béninois, on parle de la majorité. On ne peut pas dire qu'il y a 100%, tous les Béninois sont contre le président Patrice Talon, contre sa politique. Mais la majorité aujourd'hui, quand vous questionnez, les gens sont fatigués. Et le seul espoir des Béninois aujourd'hui, c'est l'opposition, surtout le parti Les Démocrates. Aujourd'hui aussi, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec la situation entre le PRD et l'UP, on voit que la mouvance n'existe que de nom. Et vous l'avez bien dit, si on devait aller plus loin, les députés du parti l'UPR devaient démissionner. Normalement, ils ne devaient pas attendre d'abord un courrier. Il n'y a rien qui démontre leur illégalité. Donc, ils demeurent légaux, ces députés. Mais les documents prouvés. C'est les documents correspondance adressés par Maître Adé Moumbédié, qui est, même s'il est une autorité politique du pays, il est un acteur politique. Il n'a pas le sceau républicain. Oui, mais c'est ça qu'on est en train de dire. Oui, donc, à partir de ces documents... Il y a le tribunal, la justice qui est habilitée à déclarer légal ou illégal. Non, même en dehors de ça, quand vous voyez les pays développés, lorsqu'il y a une situation du genre, le député, l'élu, même sans aller vers la juridiction, voir que la situation est claire, et démissionne. Et là, moi, j'invite nos amis de voir clair et de... Mais parmi eux aussi, il y a des ex-PRD, donc c'est peut-être à eux d'être les premiers. Quand on parle de l'UPR, c'est tous ceux-là aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas la légitimité normalement d'être à l'Assemblée. Parce que selon les correspondances, selon les preuves que nous avons aujourd'hui, l'UPR n'a jamais existé. Les correspondances peuvent être manipulées. Mais nous attendons le contraire. Aujourd'hui, attendons la décision avant de déclarer leur illégalité. Non, mais ce n'est pas une décision. Nous attendons la réaction officielle des responsables de l'UP. C'est ça aujourd'hui. Mais ils tardent. Et ils tardent, vous interprétez quoi par cette... mais ça veut dire qu'ils n'ont pas de preuves. Ça veut dire que ce que les responsables du PRD on va voir. Cette semaine, il y a eu des échanges entre Gérard Guénonchi et Gratien Aromemnou. On ne sait pas de quoi sera fait la semaine qui va suivre. Alors, honorable Médofi, on va observer pour voir un peu ce que ce feuilleton va nous donner les jours à venir. Ouais. La loi d'amnistie, pourquoi vous y revenez aujourd'hui? Est-ce que vous avez de nouveaux leviers sur lesquels vous voulez appuyer pour atteindre votre objectif, ou c'est une manœuvre politicienne? Non, vous savez, comme je vous l'avais dit, le parti Les Démocrates est un parti qui veut la paix. C'est un parti qui prône la paix. Et vous savez très bien que cette loi d'amnistie, c'est pour ramener les exilés, c'est pour que les prisonniers politiques, Rikiat Madougou, Joël Aïvo et autres sortent de la prison et contribuent réellement au développement de notre pays. Et aujourd'hui, je ne pense pas que un responsable de la nation, un député, un membre du gouvernement peut contredire cela. Un responsable de ce pays peut dire que cette loi ne favorise pas le développement, c'est-à-dire le bon vivre ensemble. C'est vrai que nous sommes en minorité et c'est pour cela que au niveau de la commission des lois, parce que je fais partie de la commission des lois, nous avons dit que cette loi est une proposition.
Et nous demandons aux membres de l'Assemblée, aux députés, de faire en sorte que cette loi soit votée. On peut modifier des choses dedans. On peut l'améliorer, comme on le dit au Parlement. Une loi peut entrer en manche longue et sortir en manche courte. Donc aujourd'hui, nous n'exigeons rien. L'objectif, c'est qu'on trouve une formule pour que les exilés peuvent rentrer et que les prisonniers politiques peuvent sortir. C'est ce que nous les avons dit. Nous n'exigeons rien, nous n'avons rien exigé. Nous sommes allés même plus loin pour dire, vous pouvez vous-même, si vous êtes d'accord, introduire une autre loi dans ce sens-là. Dès que vous introduisez, vous pouvez l'amener en plénière. Et la commission des lois a étudié cette loi. Et quand vous prenez les députés de cette commission individuellement, lorsque nous échangeons entre nous, ils ne reprochent rien à cette loi. Mais la commission... Y compris le président de la commission des lois, Orden Aladati. Que pensez-vous d'ailleurs de sa dernière déclaration par rapport à votre proposition? Non, mais il n'a pas dit la vérité. Parce que les discussions dans la commission sont allées dans le sens où vous pouvez faire une proposition si vous n'êtes pas d'accord avec notre proposition. Maintenant, si vous les prenez un à un, ils sont d'accord pour l'amnistie. Mais ils disent que... Y compris Orden Aladati. Tous. Y compris Orden Aladati. Je dis, Orden Aladati ne peut pas dire devant la télévision, devant là pour dire qu'il n'est pas d'accord pour ça. Ce qui nous sont en train de nous reprocher, c'est qu'on n'a pas su négocier avant d'amener ça. Négocier avec qui? Avec eux, parce que c'est eux qui... Mais nous avons tenté la négociation. Ce qu'ils nous disent, c'est que ce n'est pas avec eux qu'on doit mener la négociation. Avec le président? Avec le président. Directement avec le président. Exactement. Mais vous connaissez la posture du président? Mais nous sommes à l'Assemblée. C'est nous qui votons les lois. Justement, et c'est une proposition vous de loi. Les lois, vous et nous, comme nous, vous savez très bien que le président Yahya Poni a essayé de rencontrer le président de la République. Il lui a même demandé pardon d'appuyer cette proposition pour que l'amnistie soit concrétisée. Mais il a refusé. Il a refusé. Même il est allé plus loin pour dire que le pardon peut être une faute. Mais lui, il est le fruit du pardon, non? Alors, Midofi, il y a de ces acteurs qui commentent l'actualité politique de notre pays, qui estiment que, est-ce que quelque part votre démarche n'est pas biaisée? Lorsque vous mettez tout cela dans le vocable exilé politique, dans le vocable prisonnier politique, alors qu'il y en a, dans tous ceux dont on évoque les noms là, je veux peut-être citer 6 personnes, il y en a dont vous-même, au sein des démocrates, vous savez que ceux-là, il y a des délits qu'on peut leur reprocher, qu'on peut les imputer, même si cela a été fait un peu dans une posture de chasse de sorcières, mais comme le diraient certains, s'il y a des sorcières, il faut quand même qu'on les chasse. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut penser les Karika Madougou, Joël Frédéric Aïvor à part, en dehors de ceux qui sont peut-être à l'étranger? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être faire bouger les lignes en étant pragmatique, en pensant pour ceux qui sont restés, qui ont affronté la justice, et peut-être après faire face à ceux qui se retrouvent hors du pays? Mais je vais vous le redire. Parce que les vôtres souffrent en prison. Exactement. Nos amis en face, lorsque vous les écoutez un peu, ils ne sont pas contre la loi d'amnistie. Ils disent que, comme vous êtes en train de le dire, on n'a pas su vraiment négocier à l'avant et tout ça et tout ça. Mais le problème aujourd'hui est quoi? Non, moi, je ne parle pas de négociation. Oui. Moi, je parle du contenu de exactement. cette C'est pourquoi, mais qu'est-ce qui les empêche de faire une autre proposition? C'est ça un peu le... Non, c'est vous qui êtes demandeur. Oui, nous sommes demandeurs. Ils voient peut-être que la proposition... Et les lauriers politiques de ce succès seront au Parti politique démocrate. C'est à vous, la grande partie, si ce projet aboutissait. Oui. Alors,
que Ricard Madougou sorte de prison aujourd'hui, c'est un atout pour le Parti politique La Démocrate. Que Joël Frédéric Aïvo sorte aujourd'hui de prison, c'est un intérêt pour le Parti politique La Démocrate. Quand bien même il y a d'autres noms également qui se retrouvent aujourd'hui dans les geôles condamnés dans ces événements que l'on regrette aujourd'hui. Je pense que la sortie de Ricard Madougou, de Joël Aïvo, ce n'est pas seulement un gain politique pour les démocrates, c'est pour le peuple béninois. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui attendent aujourd'hui Joël Aïvo à l'université. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de personnes qui attendent Ricard Madougou aujourd'hui. Oui. Ce que nous disons, c'est que nous avons fait une proposition. Elle peut ne pas être meilleure, elle peut ne pas être la meilleure. Ce que nous leur demandons, c'est de faire en sorte qu'ils déposent aussi une proposition. Vous n'avez pas demandé, vous savez, on est en politique, vous n'avez pas demandé aux movanciers à eux de choisir ceux qui seront amnistiés ou pas pour que demain, vous puissiez peut-être les indexer pour dire c'est eux, ce sont eux qui n'ont pas voulu prendre tel en considération, vous avez voulu. Non, aujourd'hui, c'est-à-dire, je pense que ce qui les dérange aussi, c'est le gain politique. Mais ils peuvent s'octroyer ce gain politique-là en faisant une proposition. C'est-à-dire, ce que nous disons aujourd'hui, il y a une proposition qui existe. Donc, il faut une autre proposition pour voir un peu qu'est-ce que nous allons prendre. Aujourd'hui, ils ne proposent rien. Et ce n'est pas aussi de leur faute, parce que une fois que le président Patrice Talon a dit qu'il ne veut pas s'associer à ça, et c'est ça un peu ce qui dérange un peu notre système. Où le Parlement, les députés au Parlement ne sont pas, surtout les députés de la mouvance, ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas prendre. Est-ce que ceux de l'opposition sont libres? Est-ce que vous, honorable Midofi, vous pourrez prendre certaines initiatives à compte courant ou bien contre la volonté de Boni Yayi, par exemple? Est-ce que vous, au Parlement, vous pouvez prendre des initiatives qui sont en opposition avec les directives de Boni Yayi, par exemple? Le président Boni Yayi n'a pas de directive particulière à lui. C'est le parti. Ça vous en dira pareil aussi, qu'il n'a pas de non, mais il a particulière. Mais il a été très clair. Vous l'avez bien écouté sur deux choses. Il a dit que lui, il ne sera pas associé à cette loi. Il ne sera pas associé à la révision, à la relecture du code électoral. Même plus loin. Il a dit, si vous arrivez à vous entendre. Sur Afrique, sur son intervention sur... Lorsqu'il parlait de l'intervention des militaires Non, c'est Jeune Afrique, oui. Il a dit clairement que pour les dossiers de candidature, pour les candidatures en son sein, il faut attendre encore à 6 mois des élections. Normalement, lui ne devait pas faire cette déclaration, pas parce qu'il n'est responsable, il n'est pas président de l'un des deux partis. Normalement, c'est les responsables. Mais qu'est-ce qui empêche les responsables d'être autonomes? Mais c'est ça que le président parti dit. Il dit qu'il faut attendre à 6 mois. Alors que lui, il n'est pas le président de l'UPR, il n'est ni le président du UPR. Mais en quoi il prend cette décision? C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire aujourd'hui, ces responsables, je pense qu'ils doivent prendre leur autonomie. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent décider. Certaines autonomies s'arrachent. Mais c'est ça aussi. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Parce que... Ils sont responsables, ils organisent des activités. Cette déclaration contredit un peu leur autonomie, contredit un peu ce qu'ils pensent. Et nous voyons qu'ils doivent penser autrement. On parle également du code électoral actuel. Bibili Labi, si vous permettez, avant d'aborder le code électoral, par rapport à cette loi d'amnistie, j'ai quand même une question à vous poser, honorable Midofi. Lorsqu'on y voit de près, et certains estiment que dans les grandes démocraties, lorsqu'on tente une initiative politique et qu'on n'arrive pas à obtenir gain de cause, on fait du marchandage politique. C'est-à-dire, on dit, est-ce que vous ne voulez pas ceci? La mouvance a forcément un projet politique dont ils ont besoin de vous pour arriver à atteindre l'objectif. Pourquoi vous ne convergez pas? Pourquoi vous n'avez pas ce terrain pour échanger? C'est-à-dire, comme on dit en Vélacoulé, chez moi en Yoruba, on le dit, hein, fais-le moi, je te le fais. Oui, mais le problème, c'est que... Vous ne voulez pas de compromis
politique, vous? Non, mais nous... Vous avez peur de la compromission aussi politique? Vraiment, nous, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui... Parce que la mouvance aussi a besoin de démocrates pour faire avancer certaines initiatives législatives. Non, mais apparemment non. Parce que il faut... Pour les lois ordinaires. Mais ils ont des initiatives spécifiques dont ils auront besoin de vous. Oui, mais si vous parlez de la révision de la Constitution, c'est seulement là que nous sommes forts. Pourquoi vous ne faites pas pour de ruse aussi politique aussi? Non, nous, on n'est pas dans ruse. La ruse n'est pas... La rage, ruse... Il n'y a pas de rage, il n'y a pas de ruse politique. Non, mais... Pour atteindre les objectifs. Non, au fait, nous... Parce que certains estiment qu'au niveau des démocrates, parfois, vous agitez cette loi d'amnistie juste comme un couteau dans l'eau, une épée dans l'eau, juste pour véritablement obtenir gain de cause. Non, mais la situation certains estiment qu'on ne vous sent pas véritablement déterminé. Non, mais on est déterminé. Le problème, c'est qu'il faut avoir la majorité à l'Assemblée vraiment pour... Vous n'avez pas cette majorité, mais on sait qu'en politique, lorsque les politiciens veulent trouver un terrain d'entente, lorsqu'ils sont décidés, ils trouveront un terrain d'entente. Aujourd'hui, si, comme vous le dites, ils ont besoin de nous pour réviser la Constitution. C'est ça. Et vous savez très bien que l'opinion nationale, le peuple ne veut pas cette révision-là parce que le peuple se dit, on ne sait pas là où ça va nous amener. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais si c'est cet compromis, si c'est ce qu'ils nous demandent, mais nous ne pouvons pas accéder à ça parce que ce n'est pas l'objectif, parce que ce n'est pas ce que le peuple veut. Donc, nous, on ne peut pas aller à la table de négociation sur cette base-là. C'est ça un peu. Mais sur les autres, vous savez, il y a des ratifications, il y a des lois. Par exemple, je vous prends la loi sur les statuts des magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, la loi sur les déchets. Nous avons voté toutes ces lois. Nous avons voté les accords de ratification. C'est pour pacifier un peu. C'est pour dire que nous sommes d'accord avec vous pour ce qui nous arrange ensemble. Mais ceux qui ne nous arrangent pas ne sont pas d'accord. Donc, nous ne sommes pas à l'Assemblée pour refuser automatiquement tout ce que vous proposez. C'est ça, je donne des exemples des lois que nous avons votées ensemble avec eux. Mais aujourd'hui, si leur deal, c'est de les aider à réviser la Constitution, franchement, nous ne sommes pas d'accord pour ça parce que le peuple ne veut pas ça. Parce que la Constitution a été révisée tout récemment, en 2019. Et si l'initiative est une initiative partagée par le peuple, si l'initiative, ce n'est pas pour éterniser Patrice Talon au pouvoir, mais c'est une initiative peut-être pour satisfaire les doléances que vous avez peut-être au niveau de démocrates, ou peut-être pour mieux faire les choses qui ont été faites sous Patrice Talon. Non, mais quand vous comprenez... Est-ce que, par exemple, au niveau des démocrates, est-ce que vous êtes satisfait du contenu qui est donné au poste de vice-président, par exemple, de la République? Est-ce qu'au niveau des démocrates, vous êtes satisfait? Pour le faire, pas du tout. Non, je suis sûr que vous-même, journaliste, vous n'êtes pas d'accord avec... Alors, pour le faire, il faut une révision constitutionnelle. Oui. Alors, pourquoi vous n'allez pas sur ces terrains-là qui peuvent amener quand même une certaine... Il faut que je vous explique un peu le processus. Générer. Il faut que je si vraiment vous voulez que Ricard sorte, Ivo sorte. Il faut que je vous dise un peu le processus de la révision de la Constitution. C'est qu'avec le nombre de députés, les 28 que nous sommes, on peut ouvrir. Effectivement, on peut s'associer et rendre vraiment, on peut commencer la révision, mais on ne peut pas la fermer au cas où nous allons constater que ça ne rentre pas dans les directives, ça ne rentre pas dans le besoin du peuple. C'est pour cela que nous avons peur. On ne veut pas faire une chose dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Exactement. On parle également puisqu'on parle toujours d'assemblée, de voter, tout ça, le code électoral actuel, vous de l'opposition, vous les démocrates, vous précisez, je précise, vous ne voulez pas de ce code car il est exclusif. Bien sûr. Mais que proposez-vous comme modification essentielle dans le cadre des élections générales de 2020? Bon, d'abord, je vais vous expliquer un peu en 2 minutes. Nous avons déjà fait une proposition à l'Assemblée nationale. Une proposition existe sur la table du président Vavono aujourd'hui. Concernant le code électoral. Exactement. Quand nous prenons l'article... La loi est portée par quel député ou bien par le groupe parlementaire? Je pense que c'est par le président du groupe parlementaire, Tchadé. Oui. Si nous prenons l'article 146, c'est-à-dire, je vais vous dire, c'est comme... C'est-à-dire qu'il parle des 20%,
et qui parle de l'accord de gouvernance. Je vais vous montrer. Il y a monsieur le doyen Jean-Baptiste et Elias qui avaient fait une démonstration sur les chiffres et tout ça. Moi, je vais faire une démonstration qui est basée sur ce que nous vivons. C'est comme on dit en République du Bénin, pour avoir le titre de papa, il faut avoir 5 enfants dans tous les départements. C'est-à-dire si vous réussissez à avoir 5 enfants dans chaque département, vous avez le titre de papa. Et l'année dernière, on a choisi les papas, mais on a dit qu'il faut mesurer seulement 2 mètres de longueur. Et tous ceux qui avaient mesuré 2 mètres de longueur, on leur donne le titre de papa. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que nous avons 3 papas à l'Assemblée. C'est-à-dire le BR, le LUPR et tout ça. Oui. Mais cette année, on a dit, en plus d'avoir 2 mètres de longueur, il faut avoir 5 enfants dans chaque département. Et là, on dit, si 2 papas s'associent et dans un département, un papa a un enfant et l'autre a 4, ça veut dire qu'ils remplissent les conditions d'être papa. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un homme, lui, il mesurait aussi les 2 mètres avant, mais il a réussi à avoir 10 enfants dans chaque département. Sauf un seul département où il y a eu 4 enfants. Alors que nous avons 12 départements. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc ça veut dire que cet homme-là, lui, il a eu 104 enfants. Je ne sais pas, 114 enfants, dans tous les cas. Il faut faire un peu le 114, oui. Exactement. Mais les autres, ils ont eu 2 par département, l'autre 3 dans le même département, l'autre 1, l'autre 4. Donc, ils ont réussi à avoir 60. Vous allez constater, celui qui a eu 2 dans tous les départements, lui, il a eu 24 enfants. Mais avec les 24 enfants, on lui donne le titre de papa. Mais celui qui a eu 114, lui, il n'a pas le droit d'avoir le titre de papa. Ce qui va se passer après, c'est que lorsqu'on va donner le titre de papa à celui qui a eu 4 enfants ou 24 enfants, et l'autre qui a eu 36 enfants, ils vont être papa pour tous ces enfants qu'ils ont eus et papa à tous les enfants que l'autre a eus. Ça va créer un problème parce que les autres ne vont pas se reconnaître à travers ces 2 papas-là. Donc c'est pour vous dire que forcément, il faut la relecture de ce code-là. Et ce que nous proposons, j'ai suivi le président de la commission des lois, Orden, sur une chaîne de télévision qui a reconnu que par rapport à l'article 93, par rapport aux feuilles de dépouillement, qu'il y a problème. Mais s'il y a problème, dans une famille qui a problème, il faut s'asseoir, il faut discuter. Et c'est ce que nous proposons. Et la seule structure qui peut discuter, c'est le Parlement. Lui, il est le président de la commission des lois. Il a reconnu qu'il y a problème au niveau de l'article 93 qui n'a pas été très clair. Mais il n'a qu'à venir, nous allons échanger, nous allons faire des propositions. Même si on ne veut pas toucher tout, mais au moins sur ce point où il a reconnu qu'il y a un problème, il faut qu'on échange là. C'est tout ce que nous proposons. Oui, mais dans le cadre des élections générales qui sont déjà là, à quelque part, vous proposez quoi précisément par rapport à ce De toutes les manières, le parti Les Démocrates est prêt pour aller aux élections, relecture ou non du code électoral. Nous sommes déjà prêts. Le peuple s'est déjà préparé, nos militants sont déjà prêts et pour y aller. Donc, ce que nous proposons, c'est de revenir, de faire la relecture pour que nous puissions aller à une élection. Parce qu'avec ce code, nous ne pouvons pas dire en toute honnêteté ce qui nous attend en 2026. Nous avons peur. Nous avons peur. Parce que ce qui peur par rapport à quoi? Il faut être précis. Non, pas pouvoir, non, nous n'avons pas peur pour ça. D'abord, nous avons peur par rapport aux crises que cela peut engendrer. Parce que, je parle de l'article 93, lorsque nous nous sommes retrouvés
au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour nous a dit qu'il faut faire un effort pour avoir vos PV. Une photo ne fait pas foi. Une compilation par voie d'huissier ne fait pas foi. Donc, alors que la loi n'a pas prévu suffisamment de PV, alors nous avons donné des instructions à nos militants, à nos mandataires. S'il y a un seul PV, c'est vous qui prenez ça. Parce que nous n'avons pas nous laisser encore voler cette fois-ci. S'il y a 2, vous prenez 1. Si vous ne prenez pas, vous devez prendre ça. Parce que la Cour a dit, vous devez faire effort pour prendre ça. Voilà. Et donc, selon vous, ce code représente une menace pour le droit des électeurs? Exactement. Ce code est chrysogène. Nous l'avons dit. D'ailleurs, je l'ai dit ici. La société civile n'est pas d'accord avec ce code. Le clergé n'est pas d'accord avec ce code. L'Union islamique, les partis de l'opposition, c'est au Bénin seul qu'on voit qu'on fixe 20% par circonscription électorale. C'est au Bénin seul qu'on voit le parrainage à 15%. Mais qu'est-ce qu'on veut inventer? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est au Bénin seul. Mais quand on veut faire des innovations, il faut faire des innovations dans le sens positif. Ce que nous disons là, ça n'existe nulle part dans le monde. Dans le monde? Mais dites-moi, dans quel pays nous avons 15% pour le parrainage? Dans quel pays on exige 20% par circonscription électorale? Là, d'ailleurs, ils ont violé la Constitution. La Constitution a parlé du pourcentage au niveau national et qu'une loi va déterminer le pourcentage. Mais eux, ils sont allés par circonscription. Alors que ce n'est pas la Constitution a dit. Et ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien aux amis de la mouvance. Ça ne dit rien, ça n'a rien dit au président de la Cour constitutionnelle. C'est triste. C'est criminel. Alors, Midofi, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Pour ne pas dire nous sommes à la fin, avant de vous poser la dernière question, j'aimerais savoir comment, au niveau des démocrates, vous vous préparez pour les élections générales de 2026. Je viens de le dire. Je peux l'affirmer que nous sommes déjà prêts. D'ailleurs, nous sommes le premier parti qui a lancé les procédures pour candidats à la candidature. Nous avons déjà lancé au niveau communal. Aujourd'hui, nous avons défini les directives et nous avons déjà réuni nos membres et ça a été validé au comité permanent. Nous avons lancé le recrutement des candidatures, des candidats pour la candidature. Vous en êtes un? Pour les élections communales. Parce que nous avons lancé d'abord pour les élections communales. Okay, parce que là, il y a beaucoup de dossiers. Nous sommes premiers à le faire. Donc c'est pour dire quoi? Nous avons notre agenda à nous. Personne ne peut nous dicter. Vous n'allez pas attendre les autres. Ah non, nous avons notre agenda, nous avons notre processus. Et d'ailleurs, je le dis ici, personne ne peut nous empêcher d'aller aux élections communales, d'aller aux élections législatives et d'aller aux élections présidentielles. Yeah. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà prêts. Et d'ici 2 semaines, nous allons lancer aussi la candidature pour les élections législatives. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui choisit les candidats. Nous avons des critères. Nous déposons les critères, nous échangeons sur les critères, nous arrêtons les critères et nous lançons le recrutement. Mais c'est quelqu'un qui arbitre. Non mais, c'est au niveau du comité permanent. Nous passons au vote. Ça fait plus d'1 mois, je vous le dis, que nous échangeons sur les critères. Nous allons aux réunions, nous échangeons, non ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Jusqu'à ce que la semaine dernière, nous sommes arrêtés sur les principes. Même principe. Oui, c'est ça. C'est ça la démocratie. Cette semaine, vous avez quand même votre parti. Les démocrates ont lancé une requête pour connaître les salaires des autorités du pays, des autorités du président, de la vice-présidente du Bénin et des présidents d'institutions. Il y en a même qui ont été précisément cités. Il y a même la HAC, le médiateur de la République et tout ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Madame Billy, je vous dis qu'il y a plus d'1 an que nous avons déposé cette question sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et compte tenu de la pression du peuple qui veut savoir combien il paye à ses salariés, parce que nous sommes tous des salariés du peuple béninois. Compte tenu de ça,
nous avons encore redéposé. Ce que je voudrais dire ici, je voudrais humblement m'adresser au président de l'Assemblée nationale, M. Louis Béounou Vlavonou, un monsieur que je respecte beaucoup. Je voudrais lui demander de ne pas faire ombrage sur cette nouvelle demande du Parti Les Démocrates. Le peuple veut savoir, de faire tout possible, de jouer son rôle du président de l'Assemblée nationale pour que cette proposition de loi, que les ministres et le gouvernement arrivent pour pouvoir vraiment nous éclairer le peuple béninois. Je lui demande ça humblement et je pense qu'il va le faire. Merci. Merci à vous, honorable Midofi. Vous avez regardé droit dans votre caméra et dit quelques mots à l'endroit de tous ces sympathisants, partisans et citoyens lambda qui ont bien voulu suivre cet entretien. Voilà, je remercie beaucoup le peuple béninois, surtout vos internautes. Je voudrais ici leur dire que le Parti Les Démocrates est prêt pour aller aux élections et je pense qu'ils nous ont garanti leur soutien et nous pensons que nous allons dans ce sens et que nous sommes déjà prêts, comme eux ils sont prêts, nous aussi nous sommes déjà prêts et que nous irons à toutes les élections et que personne ne peut nous empêcher et nous comptons sur le peuple pour qu'au moment opportun que les gens ne nous empêchent d'aller aux élections. Votre dernière question, c'est quoi? Vous comptez sur le peuple pour sortir dans les rues? Mais si à un moment donné, on veut empêcher les démocrates d'aller aux élections, on veut empêcher les démocrates Qui va vous empêcher de jouer, mais c'est le pouvoir. Ils peuvent le faire. Ça, c'est clair, ils peuvent le faire. Donc, le peuple peut utiliser l'article de la Constitution pour pouvoir revendiquer son droit. Merci à vous, honorable Midofi, chers amis internautes de cet entretien, lorsqu'il a été interrogé sur cette tribune de Philippe Noudianoumé qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il a tenu à commenter à 2 reprises que notre perception de la réalité peut ne pas être la réalité elle-même. Pour lui, Philippe Noudianoumé ne connaît pas l'ancien président de la République, Thomas Bouniaï, qui a eu à diriger pendant 10 ans ce pays. Il a même été président de l'Union africaine. Et donc, pour lui, comparaison n'est pas raison. Et donc, on ne peut pas comparer Patrice Talon à Boni Yahi. Au cours de ses propos, de son argumentaire, il a eu à féliciter l'ancien président de l'Assemblée nationale, leader des Tchoko Tchoko, Maître Adrien Ngbeji, pour son courage politique. Il a eu à vanter au cours de ses propos le parcours politique de Maître Adrien Ngbeji. Il a témoigné au cours de ses prises de parole son soutien à Julien Kandé-Kansou qui est actuellement dans les liens de la détention. Il a fait savoir que le parti politique Les Démocrates plaide pour la relecture des lois sur l'embauche et celle sur le numérique lorsqu'il a été interrogé sur la réforme du système partisan avec pour illustration ce conflit entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Parti de Renouveau démocratique PRD. Pour lui, ce conflit est l'illustration de l'échec de la réforme du système partisan. Ce sont les fruits de la précipitation et de la ruse politique selon lui. L'absence de réaction officielle de l'Union progressiste, le Renouveau et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour lui, constituent un fait qui inquiète et donc pour lui, il faut une réaction officielle pour situer les populations sur ce qu'en est de la situation de l'Union progressiste, le Renouveau. Il précise une réaction officielle, que ce ne soit pas des acteurs politiques qui vont opiner, mais un courrier officiel comme Maître Adrien Ngbeji a eu à le faire. Il a fait observer que le PRD, dans sa correspondance, a mentionné qu'il est ouvert au dialogue et à la discussion. Et donc, pour lui, il estime qu'il n'a qu'à discuter pour que la paix soit retrouvée. Il a fait savoir que cette situation est asymptomatique du fait que la mouvance est affaiblie. Il a argumenté dans ce sens-là lorsqu'il a été interrogé par ma collègue Bilega Elaibi sur la loi d'amnistie. Pour lui, c'est une proposition que les députés de l'opposition, notamment ceux du Parti politique des démocrates, ont déposée. Et il a fait savoir que les députés de cette commission, tous sans exception, sont d'accord sur l'initiative, notamment le président de la commission des lois, Orden Aladati. Il a rappelé que l'ancien président Thomas Bouniaï a eu à demander pardon au président Patrice Talon pour qu'il puisse accompagner cette initiative législative. Il invite les responsables des partis de la mouvance à prendre leur autonomie, ceci pour l'organisation des élections générales de 2026. Lorsqu'il a été interrogé sur le code électoral, il a fait savoir que le parti
politique et les démocrates a une proposition qui est en suspens au niveau du Parlement, laquelle est portée par le président du groupe parlementaire Nourenou Achadé. Il a fait savoir que les démocrates sont prêts pour affronter les challenges des élections générales de 2026, relecture ou non du code électoral. Il a fait savoir que lui et les acteurs politiques de l'opposition ont peur pour les crises que ce code électoral pourrait générer lors des élections générales de 2026, car c'est le Bénin qui est le seul pays au monde qui a instauré 20% d'éligibilité dans chacune de ses circonscriptions électorales et l'obtention de 15% du nombre des parrains possibles pour compétir à une élection présidentielle. Il a fait savoir qu'au niveau du Parti politique des démocrates, ils ont lancé les procédés pour les candidats à la candidature des élections communales de 2026 et que d'ici 2 semaines, le même processus sera lancé pour les candidats à la candidature des élections générales de 2026, notamment pour les législatives, et que ensuite ce sera la présidentielle. Il a en fin d'émission fait savoir que ça fait plus d'1 an qu'une requête est sur la table du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, ceci pour que l'on puisse savoir ce qui en est réellement des salaires politiques, notamment des présidents d'institutions de la République, du président de la République et également des autres membres influents qui sont impliqués dans la gestion de l'État. Et donc pour lui, il estime que cette fois-ci, il invite le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, à jouer sa partition pour que véritablement ces salaires-là soient révélés. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Très fidèle, mon cher Amercio. Merci. Je rappelle que Antonin Mido-Firunga est député au Parlement, élu du Parti politique et les démocrates, élu dans la 6e circonscription électorale qui comprend les communes d'Abomey-Calavi, de Souava et de Zé. À l'État, au plan professionnel, il est agent social, il s'occupe des projets de développement. Il a été conseiller communal de la commune de Souava pour la mandature 2015-2020. Billy Gaël Aïbi, merci, c'était un plaisir d'avoir co-animé cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes, portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour d'autres rendez-vous médias. D'ici là, portez-vous bien et belle suite de programme sur EZEU TV. N'oubliez pas le rendez-vous du JT des JT pour 19h.